À la cinquantaine, David Hallyday a enfin dit ce que beaucoup de ses proches ressentaient depuis toujours. Il se préparait à un mariage religieux, un mariage qui n'était pas seulement une cérémonie, mais un vœu sincère approfondi par le temps, par la perte et surtout par la maturité du cœur. David n'est pas un homme qui accorde facilement sa confiance. Sa vie, depuis sa naissance, fut une série de bouleversements. Né dans la légende, fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, deux grandes icônes de la musique française, David a grandi entouré de tournées, de scènes, de flashs d'appareils photo et de longues périodes sans ses parents. Les relations passées de David ont probablement été vues à travers le prisme de la célébrité plus d'une fois. Les gens vous aiment, parfois non pas à cause de vous, mais à cause du nom que vous portez. Les mariages passés, les amants qui ont traversé sa vie, tout a laissé des traces, non pas d'amertume, mais une quiétude, profondément gravée dans le cœur d'un homme qui n'exprime pas facilement ses émotions. Mais cette fois, c'est différent. Non pas parce qu'elle est plus jeune ou plus jolie, mais parce qu'elle est plus patiente. Elle ne voyait pas David comme l'homme sous les feux de la rampe, mais comme l'homme qui rentrait chez lui, laissait ses chaussures à la porte et se préparait une tasse de thé. Elle sait se taire quand il a besoin de silence, et lui tenir la main quand il a besoin de sentir que quelqu'un est toujours là. Il a fallu beaucoup de temps à David pour prendre cette décision. Ce n'est pas parce que j'ai peur de l'engagement, c'est parce que j'ai peur d'être blessé. Il a fait trop de promesses, et il les a rompues. Mais un jour, alors qu'ils se tenaient ensemble dans une petite église aux portes de la Provence, il vit la lumière à travers le vitrail, briller sur le visage de la femme qu'il aimait, et il sut, c'était là qu'il appartenait. Leur mariage n'aura pas de centaines d'invités célèbres, pas des hélicoptères, pas de robes de mariée valant des centaines de milliers d'euros. Juste des amis proches, une guitare acoustique douce et un vœu résonnant dans le silence de l'ancienne cathédrale. David n'avait plus besoin du spectacle. Ce dont vous avez besoin, c'est de la vérité. Et le véritable amour, après tous les obstacles, est toujours aussi simple. Il a tout préparé lui-même. Il a écrit les vœux, choisi les fleurs, choisi la chanson qui serait jouée lorsqu'ils marcheraient dans l'allée. Il voulait que chaque détail soit respiré par eux deux, pas une cérémonie que le monde pourrait voir, mais un moment éternel que seuls deux cœurs pourraient comprendre. Sa famille, et notamment ses enfants, ont exprimé leur joie et leur émotion en voyant le changement chez leur père, autrefois silencieux et porteur de nombreuses blessures. Papa a appris à se pardonner, à partager l'un des enfants de David. Et depuis que je l'ai rencontré, je souris davantage. Ces dernières années, David Hallyday est rarement apparu dans des émissions musicales de grande envergure. Il choisit des petits projets, des concerts intimistes et des compositions écrites pour lui-même. Il ne poursuit plus le sommet, car pour lui, le sommet est ici, un foyer paisible, une femme qui le comprend et un après-midi de juin avec les cloches de l'église sonnant sous la douce lumière du soleil. Un de ses amis proches a dit un jour, « David est la preuve que parfois, il faut beaucoup de pertes pour apprendre à aimer sans peur. » Et c'est peut-être le message que ce mariage véhicule, non pas la bénédiction du monde extérieur, mais l'acceptation au plus profond de mon âme que, en fin de compte, je mérite d'être aimé et de vivre heureux. David Hallyday a eu une jeunesse mouvementée et pleine de défis que peu de gens pouvaient comprendre. Ayant grandi dans une famille célèbre où la musique et les projecteurs étaient toujours présents, David a rapidement ressenti la pression de la célébrité de ses parents. Johnny Hallyday, la légende de la musique française, était une figure paternelle avec une belle image, mais a également obligé David à faire face à un fardeau invisible, vivre dans l'ombre de son père. La jeunesse de David n'a pas seulement été remplie de performances et de feux de la rampe, mais aussi de moments de solitude où il se sentait perdu entre les attentes des autres et ses propres rêves véritables. Il a dû lutter constamment pour trouver sa propre voie dans la musique, pour affirmer qu'il n'était pas le fils de Johnny, mais un artiste indépendant avec sa propre personnalité et son propre talent. Les échecs de carrière, les projets infructueux et les critiques acerbes l'ont fait vaciller, mais David a toujours gardé un désir fort dans son cœur, se retrouver et se sentir vraiment aimé. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas seulement la pression de la célébrité, mais aussi les pertes personnelles. Il avait vécu des ruptures douloureuses, lorsque les relations qu'il espérait le plus n'avaient pas duré. À chaque fois, David a dû passer des mois à guérir son cœur brisé, se tournant vers la musique comme thérapie pour sauver son âme. Il y avait des nuits où il était assis tranquillement dans le studio, jouant des notes tristes remplies de solitude et de déception, ses émotions se mélangeant dans des chansons émouvantes, touchant le cœur de millions de fans.
Cependant, la vie lui ouvrit encore de nouvelles portes et, pour cet homme, le bonheur revint peu à peu grâce à la compagnie de la femme qu'il était sur le point d'épouser. Ils étaient des âmes sœurs, des compagnons non seulement dans les moments heureux mais aussi dans les moments les plus faibles de David. La paix que sa future épouse lui apportait était exactement ce à quoi David avait aspiré. Ce n'est pas le luxe et le faste du monde du showbiz, mais la proximité, la sincérité et la compréhension ultime. La famille de David était également très inquiète pour sa santé et son moral, car des années de stress professionnel combinées à la pression. Anyone answers that, I might just say, I feel your pain, John, right? And part of our digital strategy is actually to rationalize and simplify what we do. And that's why we've taken very much a platform approach. So even a lot of our legacy applications as part of our ongoing strategy, we're looking at a modernization approach where we might be able to rationalize some of these legacy applications into the Salesforce platform and things like that, and actually explain the use of Salesforce platform. I've been talking to David a lot about, that further advances of the education cloud and what it can do. I might ask David whether he can actually add some comment on this as well. Yeah, thanks, Stuart. Yeah, so I guess the platform approach and also just juggling all these, I guess the explosion of bespoke apps is a challenge that everyone faces, not just in education, but also other industries as well. And, but the platform approach really lends itself really well because you get familiarized, screens and processes and just the look and feel of how to get things done. And that's one of the, I guess, the end user benefits of that, because you don't have to learn a new thing every time. Become familiar with the environment that you're actually doing and get on with the task and completing the task. But one thing that I might add in this within this current context, when we're actually rethinking how we actually do things, this is a great opportunity to really start to reimagine the processes, right? Because over time, a lot of these solutions, the reason why you might have 129 applications is that they've just been one after another introduced over many, many, many years. But now with the current situation that we're in, we have the opportunity to rethink our, the core outcome. What are we actually trying to achieve? Instead of trying to just figure out how to, work with the current group of apps, maybe consolidate it and to replace, but reimagine it from the perspective of the user, be it the faculty, the professor, the student, or the staff, and then use the platform to reimagine and redesign the whole process end to end. And if you do that, I think you'll find, naturally, a lot of these applications will then fall away because you're focusing on the user themselves. I think, Stuart, your Prime program was, I think, a great example of that, because you took a very researcher-centric, clean slate approach. And the outcome of that, was a lot of applications, legacy ones, got retired and consolidated onto the whole platform. Can you sort of share some experience around that?